J'appelle nos deux premiers invités qui sont donc Alain Baran et Jean-Claude Jouret. Voilà. Alain, on sait, enfin beaucoup de gens parmi nous savent que tu es d'abord passé par le ballet du XXe siècle. Tu as donc bien connu Maurice Béjart, que tu trouves, et tu n'es pas le seul à trouver un génie. Tu es donc passé d'un génie à l'autre. Oui. Et d'ailleurs, ce fut un commentaire. Qu'est-ce qu'un danseur vient faire chez Hergé? Et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, parce que je suis rentré au studio Hergé comme secrétaire d'Hergé, quelques mois après avoir fait mes derniers ronds de jambes sur la scène. Et en fait, ce qui est assez fantastique dans cette aventure, bon, d'abord, j'ai eu le privilège de connaître Hergé depuis mon enfance. C'était un ami très, très lié à ma mère, très lié, il avait une amitié de longue date. Et j'ai un souvenir précis quand j'ai décidé d'arrêter la danse. Je m'étais marié un an auparavant, et chez Béjart, on voyageait 9 mois par an en moyenne, et je ne voyais pas comment je pouvais avoir une vie de couple si en étant 9 mois par an à l'étranger. Et ensuite, ma première fille, qui aujourd'hui est comédienne, était née, et je me dis, mais je ne peux pas continuer cette vie de danseur alors que j'ai un enfant, que j'ai une femme, que je veux avoir d'autres enfants. Et donc j'ai décidé d'arrêter la danse. Et je me souviens très bien ce sentiment que j'ai eu. Je me suis retrouvé à une répétition de Béjart. J'étais là en train d'attendre le moment où je devais intervenir. Et je me dis, tiens, je viens d'avoir quand même une dizaine d'années absolument palpitantes aux côtés de Béjart. C'est un génie, oui, ça c'est incontestable. C'est un génie qui a été mon école de vie. Et je lui dois beaucoup pour ça, pour l'exigence, le sens de la précision, la curiosité, le jusqu'au boutisme, la volonté de perfection. Et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer qui aille dans le même sens? Je ne voulais plus être dans le milieu de la danse. Et puis je me suis dit, mais tiens, oui, Hergé. Puis je me regarde, hein, je me dis, mais Alain, qu'est-ce que tu n'es pas dessinateur? J'avais un frère qui était aussi très lié avec Hergé, qui était un architecte. Architecte, oui. Qui avait un talent fou pour le dessin, mais vraiment un talent fou. Je me dis, bon, lui encore, il aurait pu imaginer quelque chose de ce genre, mais toi, Alain, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, tu as bien fait une école de journalisme avant de rentrer chez Béjart, parce que j'avais commencé la danse très tard. Et puis, je me suis dit, bon, à part être son secrétaire, qu'est-ce que tu peux imaginer d'autre? Et puis, je dis, mais attends, son secrétaire, Baudouin Van den Brand, l'ami de tous les jours, qui est là depuis des années, il est évidemment impensable de briguer quoi que ce soit et de revendiquer quoi que ce soit. Et surtout un homme de grand talent, un grand ami d'Hergé. Et je ne savais pas qu'en fait, il avait eu quelque temps auparavant une thrombose et qu'il l'avait totalement éloigné des studios Hergé, que son épouse l'avait remplacé. Et je dirais 2-3 mois plus tard, c'est vraiment très très court cet espace. Oui, alors ma réaction immédiate, c'est de dire, oublie, faut y aller. Je ne vois pas ce que tu pourrais faire là. Donc j'ai oublié, effectivement. Et 2-3 mois plus tard, mon frère dînait avec avec Hergé et sa femme. Et Hergé dit à mon frère, et donc il dit à ma belle-sœur plutôt, écoute, je pense que on va se séparer avec Madame Van den Brand. Est-ce que ça t'intéresse? Donc ma belle-sœur. Ma belle-sœur était directrice dans une école près de Wavre, et il dit non, et puis ses enfants étaient dans cette école, il dit non, c'est gentil, mais là, franchement, je suis vraiment inscrit dans cette voie-là. Et mon frère dit à Hergé, il dit, mais tu sais, Alain, arrêter la danse, est-ce que, éventuellement, alors Hergé regarde mon frère et dit, mais oui, mais c'est un danseur, qu'est-ce qu'un danseur va venir faire derrière un bureau, il va s'ennuyer, le pauvre. Et parce que, vous le savez bien sûr tous, il était d'une extrême humilité et très humble, surtout vis-à-vis de son œuvre et vis-à-vis de son travail, on va dire. Et donc il disait, mais mon Dieu, mais je ne peux pas lui faire ça, le pauvre, le mettre derrière un bureau. Et puis, cette délicatesse qu'il avait eue, il dit, écoute, l'idée, elle est bonne, mais pose la question à ton frère. C'est plus simple. Donc,
mon frère m'appelle, il me dit est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit non. Et ça ne m'intéresse pas, je suis emballé, j'ai sauté au plafond, je ne savais plus où me mettre. Et comme je savais encore sauter un petit peu, danser un peu, donc vous imaginez les pirouettes que j'ai faites. Et donc voilà, et puis nous avons déjeuné ensemble, Hergé et moi, et il m'a dit, écoute, franchement, est-ce que tu es sûr que ça va aller derrière un bureau hein, pendant tout ce temps, tu vas t'ennuyer? Je dis, je pense pas. Et puis autre chose qu'il m'a dit très vite, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après, il m'a dit, je ne peux pas te promettre d'avenir parce que quand moi je partirai, je ne sais pas quand, il ne se passera plus rien. Je pense que là, Jean-Claude, toi, tu as eu quelques contacts avec Hergé avant la création des Amis d'Hergé? Oui, on remonte aux années 70, 1968, 69. Ouais. Oui, tu étais... Échange épistolaire. On peut le dire, oui. Et puis tu as travaillé à la RTT, donc la régie des télégraphes et téléphones. Oui, tout à fait. Et alors, tu as une anecdote? J'ai une anecdote, donc je travaillais là depuis quelques années, et sur mon bureau, un jour, je vois un dossier avec un numéro de téléphone indiqué, comme c'était l'habitude, dans les classements, puisque le classement se faisait davantage au niveau du numéro de téléphone qu'au niveau du nom du titulaire. Et donc, assez bizarrement, j'ouvre le dossier, et je vois Georges Rémy, mon adresse à Uccle. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Moi qui étais évidemment fan. Et donc, ne voyant pas pourquoi ce dossier est arrivé sur mon bureau, je n'avais pas d'autre choix que de former le numéro de téléphone en question. Et donc là, c'est Hergé qui a décroché. Et alors, Hergé, très aimable, toujours. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis désolé, je ne voudrais pas vous déranger, mais c'est un dossier qui arrive chez moi, et je dis, je ne sais pas du tout en quoi ce dossier me concerne. Je dis, est-ce que vous pourriez me donner quelques mots d'explication? Alors il me dit, oh, mais écoutez, voilà, gros problème, je viens d'emménager dans une nouvelle maison, et on m'a dit que pour avoir une ligne téléphonique, il faudrait attendre 6 à 8 mois. Donc, mon dossier est là depuis maintenant, bientôt 2 mois. Les travaux avancent, mais j'ai toujours pas de ligne téléphonique chez moi. Et donc, comme on m'a dit 6 mois, il m'en reste encore au moins 4, donc il va falloir un petit peu de temps. Et donc, à ce moment-là, j'ai un petit peu regardé le dossier, et puis je crois que, voilà, par rapport à ce qu'Hergé avait fait pour nous tous, je trouve que faire gagner 4 mois une demande téléphonique, c'était quand même pas grand-chose en échange. Et donc, j'ai fait progresser sa ligne téléphonique plus rapidement. Et c'est ce qui lui a permis d'être raccordé dans sa nouvelle maison à l'époque. Et il m'en a toujours été très reconnaissant, puisque le jour même de la mise en service, il m'a envoyé gentiment un petit mot, remerciant mon efficace intervention dans l'installation de sa ligne téléphonique. Chose que je n'ai jamais montrée à personne, parce que sinon ça aurait pu me valoir des ennuis, effectivement. C'est une correction passive, mais correction quand même. Et donc là, c'était vraiment le premier contact que j'ai eu avec Hergé, qui... assez paradoxalement, j'ai raté 2 grandes rencontres avec Hergé. Une première quand j'étais gamin, j'avais écrit au studio en demandant à Hergé s'il pouvait me résumer Tintin au pays des soviets. Parce qu'à l'époque on ne le trouvait plus, et puis je les avais tous, sauf celui-là. Et donc Hergé avait répondu très gentiment, une lettre comme il avait l'habitude de le faire, en disant Tintin part en Russie soviétique où il lui arrive un nombre incalculable d'aventures. Entrer davantage dans le détail serait très fastidieux, il avait rajouté à la main, vraiment très fastidieux, il avait signé. Et quelques jours après, on appelle à la maison, donc à l'époque il n'y avait pas de GSM évidemment, et puis j'étais gamin, donc, et c'était Madame Beaujeau qui m'appelle, enfin qui appelle mes parents, et qui dit, bah, écoutez, voilà, à la demande d'Hergé, votre fils peut venir consulter et dire Tintin au pays des soviets au studio, quand il veut. Prendre rendez-vous, on pourrait le faire. Et donc, mes parents se sont demandé ce qui arrivait, et m'ont dit, attends, un jeune gamin aller chez un vieux dessinateur, c'est pas très simple. Choisit pas ses parents. Hein. Et donc, d'une certaine manière, je suis jamais allé. Et dans cet épisode de ligne téléphonique, un jour, Hergé me rappelle en me disant, écoutez, voilà, monsieur Jouret, j'ai les documents qui sont signés, donc je vais vous les ramener. Est-ce que ça vous ennuie si je vous les dépose chez vous ce soir? Je dis, ben non, écoutez, il n'y a aucun problème. Donc, je me dis, Hergé vient à la maison, puis c'est la fête. Et donc, au dernier moment, j'ai eu un empêchement. Ce qui fait que Hergé a rencontré ma femme, mais il ne m'a pas rencontré moi. Et donc ma femme a encore un excellent souvenir, on en a encore parlé hier avec Alain Baran. Moi je vis du souvenir de ma femme. Et donc c'est une autre manière de vivre des souvenirs. Mais bon, j'ai eu d'autres occasions de rencontrer Hergé, mais je veux dire là c'était vraiment deux périodes très privilégiées où on aurait pu vraiment se rencontrer en dehors d'une réunion ou de quelque chose d'officiel. Caramba, encore raté. Caramba, encore raté.